D'habitude, quand on regarde un système ultra complexe, genre le moteur d'un avion ou le tableau de bord d'une voiture, on s'attend à une précision absolue. Ouais, c'est rassurant en fait. Bah oui, c'est ça. Un moteur, ça marche ou ça marche pas. S'il y a un problème, t'as un voyant rouge super spécifique qui s'allume, le diagnostic tombe et boum, tu sais quelle pièce il faut changer. C'est prévisible quoi. Exactement. On est habitué à des systèmes de sécurité visibles et catégoriques. Mais alors, quand on quitte la mécanique pour rentrer dans le droit constitutionnel et la politique américaine, mais c'est un autre monde. C'est comme si d'un coup, tous les voyants du tableau de bord se mettaient à clignoter en même temps et t'as aucun manuel d'instruction pour te dire quoi faire. Ouais, et c'est là toute la beauté et honnêtement le chaos des institutions. Les règles existent, elles sont sur le papier, parfois depuis des siècles, mais leur application dans la vraie vie, avec les passions politiques, ça s'éloigne vachement d'une science exacte. Et c'est justement la mission de notre plongée au cœur du sujet aujourd'hui. On va explorer les limites réelles, constitutionnelles et juridiques du pouvoir présidentiel américain. Un vaste programme. C'est clair. Et pour ceux qui nous écoutent, on a rassemblé des sources super variées. On a des dépêches qui sont tombées littéralement ce matin. On a des analyses de droit électoral, de la revue Jus Politicum, des archives sur le 25e amendement. Et on va aussi décortiquer le fameux arrêt de la Cour suprême Trump contre États-Unis. Le but, c'est de comprendre comment le système tente de responsabiliser ses dirigeants. Attends, juste avant de plonger là-dedans, il faut absolument qu'on fasse une petite précision sur nos sources. Parce que là, on touche à des sujets politiquement brûlants, avec des arguments qui viennent de la gauche et de la droite américaine. Ouais, c'est important de le dire. Donc, pour notre audience, on ne prend absolument aucun parti ici. On ne valide pas ni ne condamnons les opinions politiques de ces documents. Notre rôle, c'est juste de rapporter les faits de manière totalement impartiale et d'analyser la mécanique juridique derrière tout ça. Le cadre est posé. Et c'est tant mieux, parce que l'actualité qui nous sert de point de départ, elle est lourde. On est le 8 avril 2026 et la grosse info du jour, c'est le parlementaire John Larson qui vient de déposer de nouveaux articles de destitution contre Donald Trump. Encore une fois, oui. Voilà. Et selon nos sources, il cite le déclenchement d'une, je cite, guerre illégale en Iran et un comportement qu'il décrit comme de plus en plus erratique. Mais Larson ne s'arrête pas là, il presse aussi publiquement le vice-président J.D. Vance d'invoquer le 25e amendement. Ah oui, le fameux bouton d'urgence. C'est exactement ça, et c'est notre fil rouge aujourd'hui. Quand la classe politique pense qu'un président dérape, comment fonctionnent vraiment les freins d'urgence de la démocratie américaine ? Pour comprendre ce que fait Larson aujourd'hui, il faut d'abord regarder dans le rétroviseur. Le premier garde-fou naturel, c'est la destitution, l'impeachment. Et on est obligé de regarder comment ça a été utilisé contre ce même homme par le passé. Donald Trump est quand même le seul président américain destitué 2 fois par la Chambre des représentants, en 2019 et en 2021. 2 procédures qui sont très différentes dans leur logique finalement. Totalement. Prenons la première, fin 2019. L'attention, elle était fixée sur l'Ukraine. L'accusation, c'était que l'administration avait gelé 400 millions de dollars d'aide militaire. Attends, juste pour qu'on soit au clair, c'était pour forcer Zelensky à enquêter sur Joe Biden, c'est ça ? C'est ça. Et surtout sur son fils, Hunter Biden, qui était au conseil d'administration de Burisma en Ukraine, où il touchait, selon les sources, jusqu'à 50 000 dollars par mois, sans expérience apparente dans le domaine. Ah ouais, les montants sont fous. Ouais. Donc, abus de pouvoir et entrave au Congrès. Mais la destitution, c'est pas juste une mise en accusation, c'est un jugement au Sénat. Et là, la Constitution exige une majorité des 2/3 pour condamner. Ce qui est mathématiquement quasi impossible aujourd'hui. Exactement. Dans un pays hyper polarisé, c'est mission impossible. Sur le vote de 2020, c'était presque chirurgicalement partisan. Mitt Romney, c'est le seul républicain qui a voté pour la condamnation sur le premier article. Le seul. Donc, acquittement. Mais la dynamique change pour la deuxième procédure, non ? En janvier 2021, juste après l'assaut du Capitole. Oui, là c'était express. 1 semaine pour boucler l'affaire à la Chambre sur le motif d'incitation à l'insurrection. Et c'était un peu plus bipartisan. 10 républicains à la Chambre, 7 au Sénat. Mais toujours pas les 2/3. 57 contre 43, donc il est acquitté. Oui, mais ce qui est fascinant ici, c'est que ce deuxième procès s'est tenu en février, donc après le départ de Trump de la Maison-Blanche. Ah d'accord, donc c'est une sorte de destitution tardive. Voilà, le but c'était plus de le virer, puisqu'il n'était plus là, mais de créer un précédent pour activer une clause qui l'empêcherait de se représenter à l'avenir. C'est fou quand on y pense. Si la Constitution exige une majorité des 2/3 au Sénat, ce qui rend une condamnation presque impossible, cette procédure n'est-elle pas devenue une simple pièce de théâtre politique symbolique au lieu d'un vrai contrôle ? C'est tout le problème. C'est un processus juridique mais fait par des acteurs politiques. Si le parti passe avant les faits, la machine est bloquée.
Et quand la voie politique échoue, le système se tourne naturellement vers la justice pénale. Le fameux garde-fou judiciaire. Sauf que là aussi, il y a un mur constitutionnel. Ce qui nous amène au fameux arrêt de la Cour suprême Trump contre États-Unis du 1er juillet 2024. Une décision à 6 voix contre 3 sur l'ingérence électorale de 2020. Bon, décortiquons tout ça. Qu'est-ce que la Cour a vraiment décidé? Ils ont créé un système d'immunité à 3 niveaux. Premier niveau, une immunité absolue pour les actes liés aux pouvoirs constitutionnels principaux, genre les grâces, le veto, le commandement militaire. Ok, donc là-dessus, on peut pas toucher au président. Exact. Deuxième niveau, une immunité présumée pour les autres actes officiels. Et troisième niveau, aucune immunité pour les actes purement privés. Mais attends, j'ai vu que ça avait fait hurler certains juges de la Cour. La dissidence de la juge Sonia Sotomayor était super sévère. Ah oui, très très dur. Elle disait que ça transforme le président en roi au-dessus de la loi. Elle a même donné des exemples glaçants. Du genre? Elle a dit, si un président utilise ses pouvoirs pour ordonner à la SEAL Team 6 d'assassiner un rival politique, ou s'il accepte des pots de vin en échange de grâce présidentielle, sous cette nouvelle jurisprudence, il aurait une immunité absolue. Attends, vraiment? Ordonner un assassinat par la SEAL Team 6 serait couvert? C'est ouf! Selon son interprétation de l'arrêt, oui, car c'est lié au pouvoir de commandant en chef. Mais bon, cela soulève une question importante. Comment tu fais la différence entre un acte officiel et un acte privé dans la vraie vie? Surtout que nos sources disent que le juge Roberts a interdit au procureur d'utiliser des actes officiels comme preuve. Exactement. Si un président discute d'un crime privé avec un conseiller officiel, la conversation est protégée. Ça coupe l'herbe sous le pied de la justice. Ouais, vu comme ça fait peur. Mais en même temps, j'essaie de me faire l'avocat du diable. Tout dirigeant n'a-t-il pas besoin d'un certain bouclier? Je veux dire, c'est comme un chirurgien. Il lui faut une assurance responsabilité civile pour opérer, sinon il est tétanisé à l'idée d'un procès. Un président, il doit bien être à l'abri des vengeances politiques une fois son mandat terminé, non? C'est un peu ce que disait le juge Alito. C'est tout à fait ça. C'est l'argument central de la majorité. Si chaque président craint d'aller en prison pour des décisions controversées une fois son mandat fini, l'exécutif est paralysé par la peur. C'est un numéro d'équilibriste hyper complexe. Ok, donc les actes officiels sont ultra protégés. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Qu'est-ce qui se passe avec les actes purement privés? Ah, là, il n'y a plus de bouclier. C'est ce qui permet les condamnations civiles, comme l'affaire Stormy Daniels à New York. Où il a été reconnu coupable à l'unanimité fin mai 2024, c'est bien ça? Ouais, 34 chefs d'accusation pour falsification de documents commerciaux pour cacher des paiements pendant la campagne de 2016. Et c'est là, selon les chercheurs de Jus Politicum, qu'on tombe sur le plus grand paradoxe du droit électoral américain. Le fait que la Constitution ne dit rien sur le casier judiciaire? Exactement. La Constitution te dit qu'il faut être né américain, avoir 35 ans et résider depuis 14 ans aux États-Unis. Point. Rien sur le fait d'être un criminel condamné. Mais on a déjà vu ça dans l'histoire, non? Des candidats en prison. Oui, Eugene Debs en 1920, Lyndon LaRouche plus tard, tu peux totalement faire campagne depuis une cellule fédérale. L'ironie est vertigineuse quand même, hein? Et attends, c'est pire quand tu regardes au niveau des États fédérés. Pour le poste de président, pas de souci. Mais pour un citoyen normal, une condamnation pénale, ça te retire souvent le droit de vote. Ah oui, les chiffres de Jus Politicum sont effarants là-dessus. En 2022, on parle de 4,4 millions d'Américains privés de leurs droits civiques. C'est 2% de la population en âge de voter. La justice américaine est d'une sévérité unique là-dessus. Donc, on exige une pureté morale absolue d'un citoyen ordinaire juste pour glisser un bulletin dans l'urne, mais aucune norme morale n'est requise pour celui qui va diriger le pays et avoir les codes nucléaires. Mais pourquoi les pères fondateurs ont-ils conçu un système comme ça ? Faisaient-ils simplement plus confiance au jugement du peuple souverain ? C'est la théorie, oui. Ils avaient peur qu'en ajoutant des critères moraux, une majorité au pouvoir pourrait manipuler ces règles pour éliminer ses opposants politiques. Mais ça crée des situations dingues aujourd'hui. Prends le cas de la Floride. Ah oui, l'exemple de la Floride est fou. Explique-nous ça. La Floride applique la loi de l'État où tu as été condamné. Donc pour Trump, la loi de New York. Et à New York, tu ne perds ton droit de vote que si tu es incarcéré. Donc s'il n'est pas physiquement en prison, il peut voter. Voilà. Alors qu'à côté de lui, en Floride, il y a des voisins qui sont déchus à vie de leurs droits pour des délits mineurs. C'est le monde à l'envers. Bon, si on résume, l'impeachment est bloqué par la politique, la justice est bloquée par l'immunité de la Cour suprême, et la loi électorale permet à un condamné d'être président. Que reste-t-il si un dirigeant pète un câble en temps réel ? Ça nous ramène direct à notre point de départ. L'appel de John Larson aujourd'hui concernant le 25e amendement, l'ultime recours. Historiquement, ce texte, il vient d'où ? Il a été ratifié en 1967, après l'assassinat de JFK. Le pays a paniqué en se disant qu'il fallait des règles claires si le président était subitement incapable de gouverner.
Il y a eu l'épisode avec Woodrow Wilson aussi, non? Oui, l'agonie de Garfield et l'incapacité prolongée de Wilson, où sa femme Edith gérait secrètement le pays. C'était le flou total. Donc l'article 4 de cet amendement dit que si le vice-président J.D. Vance, aujourd'hui, avec la majorité du cabinet, déclare le président incapable, Vance prend le pouvoir par intérim immédiatement. C'est ça. Mais si on relie ça à la situation globale d'aujourd'hui, cet article n'a jamais été pensé pour une dispute politique. Il a été conçu pour des incapacités physiques ou médicales. Pas pour quelqu'un qui veut déclarer une guerre à l'Iran. Voilà. L'utiliser pour une instabilité liée à des décisions de politique étrangère, ce serait totalement sans précédent. Alors qu'est-ce que tout ça veut dire concrètement? Parce que, attends, nos sources précisent un truc de fou sur Ronald Reagan en 1980. Ah oui, l'attentat. Ouais. Il se fait tirer dessus, il est littéralement inconscient et en salle d'opération. Et là, le vice-président George Bush-Bear a choisi de ne pas invoquer le 25e amendement. Exactement, ils ont préféré laisser un vide de pouvoir temporaire. Mais c'est dingue! S'ils n'ont pas osé l'utiliser face à une balle de revolver, son utilisation aujourd'hui pour stopper une décision de guerre, ce serait pas perçu comme un saut dans le vide politique absolu. Un coup d'État déguisé? C'est le grand risque, ça détruirait la légitimité de l'institution. Et c'est pour ça que toute cette architecture juridique passionne autant. Ça démontre de manière spectaculaire que les garde-fous de l'une des plus grandes démocraties du monde sont super fragiles. Tellement fragile. Ça repose souvent beaucoup plus sur des normes invisibles, des traditions et la bonne volonté des gens que sur des verrous législatifs infaillibles. Mais justement, pour conclure, il y a une dernière pensée provocatrice sur le texte même de ce 25e amendement. Un détail qu'on n'a pas encore mentionné mais qui est bluffant. Vas-y, je t'écoute. Imaginons que J.D. Vance et le cabinet invoquent l'article 4 aujourd'hui. Le président est écarté. Mais la Constitution prévoit que le président peut envoyer une lettre pour dire « Ah non, je vais très bien ». Et là, il reprend le pouvoir. Sauf si le cabinet insiste. C'est ça, oui. Et si le cabinet insiste, c'est au Courrier de trancher dans un délai de 21 jours. Mais attention, par un vote des 2/3. Ah oui, le fameux seuil des 2/3. Ce qui signifie qu'un putsch du 25e amendement finirait par atterrir exactement sur les mêmes bancs de ce même congrès hyper polarisé, qui est déjà incapable de voter une destitution classique. Le serpent qui se mord la queue. C'est hallucinant, le système américain est-il conçu pour tourner perpétuellement en boucle vers l'impasse politique? Je crois que c'est une question ouverte qu'on va laisser mijoter dans la tête de ceux qui nous écoutent. C'était vraiment une exploration passionnante de nos sources aujourd'hui. On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse approfondie. Et voilà, cet épisode touche à sa fin. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout, d'avoir pris ce temps avec nous. Si cette histoire, ce témoignage ou cette réflexion t'a marqué, n'hésite pas à le partager autour de toi. Ton soutien fait toute la différence et permet à ce podcast de continuer à vivre. Tu peux retrouver tous les épisodes sur Chroniques du Monde et nous suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn pour ne rien manquer. Et si le cœur t'en dit, laisse une note ou un commentaire. Ça nous aide énormément. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi et reste à l'écoute.